va voir avec Nina Lachia de l'Observatoire des usages de l'agriculture numérique, qui est une des actions phares de la chaire agrotique. Quel est justement l'usage concrètement, quel est le taux de déploiement de ce type de solution, les freins et les leviers à l'adoption. On va voir si cette histoire d'étalonnage, de contreposé, etc. n'est peut-être pas perçue comme étant si simple que cela. Nina, je te passe la main. Oui. Alors, est-ce que c'est bon? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Ok, parfait. Donc, effectivement, déjà, merci pour toutes les présentations qui sont venues. C'est bien, ça alimente pas mal la réflexion. Moi, je vous propose de prendre un petit peu de recul par rapport à la présentation qu'on vient de voir, justement. Parce que je vais me focaliser sur les capteurs des moissonneuses-batteuses et on va essayer de voir, dans le cadre d'une étude qu'on a faite avec l'Observatoire des usages de l'agriculture numérique, qu'est-ce qu'il en est des usages actuels des capteurs de rendement, et notamment, je vais me focaliser sur les capteurs des moissonneuses-batteuses. Donc, les questions qu'on s'est posées, c'est est-ce que c'est vraiment d'actualité sur le terrain en France? Est-ce que c'est utilisé et pourquoi? Et puis, c'est quoi les freins et les facteurs d'adoption? Donc, pour répondre à ces questions, on a réalisé une étude avec un étudiant qui était en stage chez nous cet automne, Paul Marc, que je remercie. Et on a réalisé une campagne d'entretien téléphonique avec différents acteurs de la filière, que ce soit des fournisseurs d'outils, des fournisseurs de matériel, des utilisateurs, des ETA, des CUMA, etc. On a réalisé 24 entretiens téléphoniques et là, je vais vous partager quelques éléments de la synthèse, pas tout parce que j'ai pas forcément le temps, mais du moins les principales tendances qu'on a observées. Alors, le premier résultat, c'est en termes de taux d'équipement, où on en est sur les nombres d'agriculteurs qui sont réellement équipés en capteurs de rendement sur les moissonneuses-batteuses. Alors, voilà, on a obtenu ce chiffre-là en faisant un peu la moyenne des différentes estimations données, c'est-à-dire qu'il y aurait 30% des agriculteurs qui sont équipés en capteurs de rendement. En parallèle de ce chiffre, et là je rejoins l'estimation qui était donnée juste avant par Jean-Christophe, on a 3/4, voire plus même dans certains cas, des moissonneuses-batteuses qui sont vendues chaque année déjà équipées en capteurs de rendement. Je rappelle qu'on est quasiment exclusivement sur de la vente d'usine, c'est-à-dire que le capteur est intégré à la machine, d'autant plus quand c'est des machines haut de gamme. Et on est assez rarement sur des capteurs dits en seconde monte, c'est-à-dire on vend le capteur de rendement à part de la machine. Là, on est sur plutôt un taux d'équipement de quelques dizaines de capteurs vendus comme ça par an. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a un gap entre le nombre de moissonneuses vendues déjà équipées en capteur de rendement et puis le nombre d'agriculteurs qui sont équipés vraiment en capteur. Alors pourquoi cette différence? C'est essentiellement dû au renouvellement des moissonneuses-batteuses. C'est un taux de renouvellement qui est extrêmement faible. On a en gros entre 1000 et 1500 moissonneuses-batteuses qui sont vendues par année. Et puis, j'ai regardé sur des sondages réalisés, on a quand même beaucoup d'agriculteurs qui utilisent la même machine depuis plus de 10 ans. Ça représente quand même des investissements conséquents. Donc, ce qui explique cette différence. Alors, qui dit équipement ne dit pas forcément utilisation. Donc, c'est le deuxième type de résultat qu'on a cherché à voir avec l'Observatoire, c'est-à-dire quel est le niveau d'utilisation des capteurs de rendement. Alors, quand on pose la question aux différents interlocuteurs qu'on peut avoir, on a ce type de réponse. Le taux d'utilisation est quasiment nul, beaucoup d'agriculteurs n'en font rien. Ou dans certains cas, oui, on va avoir des cartes qui sont réalisées, on les met en stand-by, on ne les utilise pas tout de suite, on verra plus tard ce qu'on en fait et finalement, elles ne sont pas utilisées. Donc, ce que j'ai essayé de représenter ici, c'est sur la part des agriculteurs qui sont équipés, quels sont les usages qui sont faits derrière. Alors là, effectivement, c'est ce qu'a déjà très bien présenté Jean-Christophe, c'est qu'on est quasiment exclusivement sur un usage en temps réel. Disons, l'utilisation des capteurs de rendement, pas en termes de données géolocalisées ou sous forme de cartographie, mais juste pour voir pendant ma récolte l'évolution, la dynamique de rendement que je peux avoir. Il n'y a pas forcément d'utilisation derrière. C'est surtout une sorte de curiosité, confirmer un ressenti, éventuellement avoir un rendement moyen, mais ça reste une donnée qui est juste visible, un peu comme un compteur de vitesse, et qui n'est pas forcément utilisée derrière. En termes d'usage de données de rendement géolocalisées et de cartographie, on est sur des pourcentages d'utilisation beaucoup plus faibles, quelques pourcentages, et là à peu près tous les acteurs s'accordent à le dire. En termes d'utilisation, on peut avoir un usage qui concerne juste des agriculteurs qui veulent juste regarder la carte, avoir une carte de sa parcelle et éventuellement différentes zones au sein de ma parcelle. C'est le petit dessin que j'ai représenté à gauche où en gros on a une parcelle avec différentes zones. L'idée c'est quoi? C'est surtout d'avoir un support pour faire un bilan de campagne, par exemple, constater des hétérogénéités, éventuellement avoir des rendements moyens par zone qui pourront alimenter par exemple d'autres outils. Et c'est plutôt un support de discussion, faire discuter et parfois même une sorte de prétexte pour retourner à l'agronomie, essayer d'expliquer pourquoi j'ai telle ou telle différence, pourquoi j'ai tel ou tel rendement.
Et parfois, ça peut aussi servir à comprendre le conseil que je vais avoir derrière, comprendre quelle stratégie je vais appliquer. Mais encore une fois, là, on est vraiment juste sur de la visualisation de cartes, pas forcément une démarche d'agriculture de précision comme on a pu voir par exemple avec le témoignage de Bastien. Alors justement, sur ce type d'usage un peu plus poussé, sur de l'analyse, de l'interprétation, c'est ce que j'ai représenté donc avec le cercle de l'agriculture de précision en bas à gauche. L'usage des cartes de rendement en tant que vraiment données constituantes du cercle de l'agriculture de précision, on est sur des usages très faibles. Alors, les cartes de rendement, tout le monde s'accorde à dire que c'est pas utilisé comme source de préconisation en tant que telle. Il y a toujours besoin de croiser ces données avec notamment les données du sol, mais pas seulement, les itinéraires culturaux, les choix stratégiques, etc. Donc c'est finalement quasiment pas utilisé en tant que source de préconisation en tant que telle. Là où on va voir quelques usages, c'est par exemple pour valider des orientations techniques, voir l'effet que pourrait avoir ou pourrait ne pas avoir telle ou telle pratique culturelle. Donc, c'est des usages qui existent, mais c'est encore vraiment au cas par cas, selon la stratégie personnelle, selon l'intérêt de l'agriculteur et puis voilà, sa curiosité, sa démarche, on va dire, plus globale d'agriculture de précision. Il existe des usages, par contre, en termes d'expérimentation. Ça va un peu avec le sens valider des orientations techniques, mais par exemple, c'est un moyen d'avoir des résultats grandeur nature, s'abstenir de la démarche parfois lourde de mesures en micro-parcelles, etc., pour avoir des résultats de rendement grandeur nature, acquérir des références pour prouver l'intérêt de telle ou telle technique. Donc, voilà, des usages qui sont quand même très ponctuels. Il y a des demandes, mais il y a une grande complexité. Et vous voyez qu'ici, contrairement à deux études de l'Observatoire qu'on a pu faire, il n'y a pas un usage défini, c'est pas les données de rendement pour moduler uniquement le semis ou la fertilisation, etc. C'est assez vague et ça va dépendre vraiment de la démarche globale de l'agriculteur ou de l'ETA ou de la climat, etc. Alors, c'est des chiffres d'utilisation qui sont quand même extrêmement faibles pour une technologie qui existe depuis longtemps. Donc, c'est une grande question. Pourquoi aussi peu et quels sont les freins à l'adoption? Alors, j'en ai identifié 4 que je liste ici. 4 freins qui sont vraiment importants. Les 4 sont à peu près d'égale importance et c'est important de les avoir en tête. Ils se distinguent pas mal d'autres technologies qu'on a pu voir. Le premier grand frein, c'est la complexité d'utilisation. Et notamment, alors pas forcément d'installation ou d'usage, puisque le capteur est intégré à la machine. Souvent, il s'agit juste de débloquer une option. C'est surtout tous les réglages. Alors oui, c'est pas beaucoup, d'après les témoignages juste avant, mais ça ressort quand même comme étant un gros problème. Et notamment le fait qu'il faille faire ces étalonnages de manière fréquente sur une période qui est courte, qui est critique, qui est parfois anxiogène, où l'agriculteur, le tractoriste n'a pas forcément l'envie, le temps et la démarche de chercher comment on fait. Et puis ça paraît quand même complexe. On voit beaucoup de témoignages, notamment sur YouTube, d'agriculteurs qui se demandent comment on règle son capteur de rendement. Donc c'est un des freins principaux. Deuxième niveau de complexité, c'est tout ce qui est logiciel de visualisation. Alors oui, il en existe, plus ou moins ergonomique d'après les retours que j'ai eus, mais il y a quand même des progrès là-dessus. Oui, les formats de fichiers commencent à être standardisés, mais il existe encore des gros problèmes de transfert de fichiers de la donnée de rendement au logiciel de gestion d'exploitation, au logiciel qui permet de visualiser la donnée, etc. Donc il y a plusieurs niveaux de complexité qui expliquent cette faible adoption. Le corollaire un peu de tout ça, c'est aussi que des enjeux de fiabilité des données, dus au problème d'étalonnage, mais pas que. Même les personnes qui ont des bonnes pratiques, et c'est plutôt rare d'après les retours que j'ai eus, peuvent avoir de nombreuses sources d'erreurs, et donc systématiquement, il y a un nettoyage des cartes qui est nécessaire. Et donc, ce qui explique qu'on a assez peu d'usage de la cartographie de rendement, c'est que systématiquement, il faut attendre un certain traitement. C'est encore peu automatique. Il y a peu de structures qu'on propose. Je pense qu'à l'Imagrin qui en propose, il y en a sans doute plein d'autres. Mais voilà, c'est toujours une étape qui est nécessaire et qui peut expliquer pourquoi on a peu d'usage direct. Et puis en plus, il peut y avoir aussi des pannes en pleine moisson, ce qui peut être problématique. Troisième grand frein, c'est la faible valorisation. Je pense qu'on l'a vu par le fait qu'on ait du mal à estimer un usage particulier des données de rendement, le fait qu'on ne sache pas encore finalement comment les valoriser directement. Le fait aussi que même les personnes qui conseillent les agriculteurs ne connaissent pas forcément des outils qui permettent de valoriser ces données, ça peut être un frein à l'adoption. Et pour autant, même les fournisseurs de logiciels, fournisseurs de services ont encore du mal à utiliser vraiment les données de rendement parce que pour plein de raisons, pour les freins que j'ai cités jusqu'à présent, mais aussi parce que c'est des données complexes. Elles sont souvent multifactorielles, il y a plein d'informations qui rentrent en compte. Et puis elles ont de la valeur que si elles sont sur plusieurs années, 2 ou 3 ans, ça suffit pas, il faut souvent des données sur 15, voire 20 ans. Nina, est-ce Et que enfin, la le prix compagnie. d'accès Ouais. au service de valorisation, ou plutôt de visualisation des données, par exemple,
a été cité comme étant un frein également. Ça fait écho Le à la coût, faible valorisation. Le coût, oui. c'est ressorti un petit peu, mais moins, pas autant que les freins dont je suis en train de parler. D'accord. Surtout parce que par rapport au prix d'une moissonneuse-batteuse, le coût de Oui. l'abonnement n'est pas forcément, enfin voilà, n'est pas tant d'importance. C'est pas le frein principal que j'ai vu. Même le coût de l'abonnement n'est pas forcément cité. Moins que ce que D'accord. je pense que ça a moins d'importance. Après, ça dépend des expériences de chacun, mais que ce que j'ai vu jusqu'à présent. Et donc la question de Euh, l'accompagnement est selon toi centrale. Ouais, comme beaucoup de technologies, beaucoup d'études qu'on a faites de l'observatoire, c'est un peu une des conclusions, hein, mais l'accompagnement d'un peu tous les maillons de la chaîne. Mais là où je voulais insister, c'est sur la place des concessionnaires, puisque on est sur des capteurs qui sont très fortement intégrés aux machines. Donc, par définition, le concessionnaire a vraiment un rôle central sur la vente, même sur le support et l'usage du coup de ces capteurs. Or, c'est pas l'enjeu principal des concessionnaires de vendre des capteurs de rendement ou des cartographies de rendement. Et donc, il y a parfois un manque d'accompagnement, même pendant la campagne. Un concessionnaire va plutôt accompagner sur un problème de machine qui a plus d'impact que sur un problème de capteur. Donc la question se pose, hein, est-ce que c'est un manque de formation des concessionnaires? Est-ce que c'est leur rôle ou pas? Est-ce qu'il n'y aurait pas un maillon manquant à la chaîne? Est-ce que c'est le rôle des technico-commerciaux, dont je crois il y avait des questions d'ailleurs aussi tout à l'heure, pour vraiment accompagner à l'usage sans intérêt forcément financier derrière, pour mieux comprendre l'intérêt et l'usage de ces données de rendement. Donc en gros, s'il y a 3 messages à retenir de cette petite étude, c'est qu'il y a encore des attentes techniques assez fortes sur des thématiques techniques, l'étalonnage, la robustesse des données et le nettoyage des cartes qui sont vraiment des enjeux importants. L'interopérabilité, on en a parlé aussi à l'instant, hein, que ce soit de la donnée de rendement au système de gestion d'exploitation, mais aussi des interactions entre les différents acteurs. Plusieurs acteurs ont souligné peut-être le besoin de plus interagir, par exemple, entre les coopératives et les concessionnaires, voir comment se répartir l'accompagnement des utilisateurs, etc. Et puis enfin, on a vu que les données de rendement avaient encore du mal à être valorisées directement. Alors, elle peut être valorisée avec plein d'autres données, mais elle n'est pas forcément directement valorisable. Déjà parce qu'elle n'est pas facilement accessible, et puis qu'elle a de l'intérêt que si elle est intégrée à un conseil plus global, objectif et personnalisé. Voilà, pour finir, je vais juste remercier les 24 entreprises qui ont participé à l'étude, et puis on est encore ouvert, donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez témoigner ou corriger certaines choses que j'aurais dites. Il y a plein de Voilà. questions pour toi, Nina. Juste avant de passer la parole au prochain intervenant, combien d'agriculteurs ont été sollicités pour ton étude? Est-ce que tu as une Alors, je suis pas vision passée de... par les agriculteurs. D'accord. Je C'est suis pas bien les passée par les 24 agriculteurs. organismes metteurs en Ouais, en marché fait, et organisateurs de la production que tu as construit oui, cette étude. exactement. Pour avoir le retour en termes alors j'ai interrogé par contre des ETA et des CUMA pour avoir un peu des retours terrain, mais plutôt par des personnes qui connaissent bien les agriculteurs pour avoir une vision un peu plus globale sur le nombre d'utilisateurs et le nombre notamment les parts de marché aussi. Donc pour ça, on passe Hmm. plutôt par les fournisseurs de services et d'outils. Donc on est plus sur une approche qualitative que quantitative. Merci beaucoup Ouais. Nina, merci pour ces travaux de l'Observatoire qui sont toujours passionnants et puis on aura l'occasion probablement de revaloriser ces travaux dans des webinaires dédiés pour aller plus en profondeur sur cette étude.